Démolir n'est plus une option possible. Il faut réhabiter les bâtiments, il faut les réhabiliter, il faut rénover. En fait, il faut refaire de l'architecture à partir de l'existant. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ça touche notre histoire sociale parce que souvent, les bâtiments, on a un attachement à eux. Démolir n'est plus une option. Les mots de la présidente de l'Ordre des architectes, Christine Lecomte, ces mots sont très forts. Son point de vue est sans équivoque. Cette position, cette conviction qu'elle évoque notamment dans cet extrait, on la partage. Nous sommes tous convaincus qu'il faut reconstruire la ville par la ville et pas sur la ville. Pas venir démolir, venir changer, venir ce qu'on pouvait appeler avant parfois renouveler urbainement de manière drastique. On pense que les qualités existent et les qualités sont à révéler parfois. On va parcourir avec mes trois intervenants ces questions-là. Donc, en premier lieu, Solène Peragros, qui est directrice technique chez Etamine, qui est donc un bureau d'études environnementales et conseil. Olivier Ventrop, qui est directeur de la partie patrimoine, président de la partie patrimoine et réhabilitation de chez Nexity. Et Patrick Rubin, qui ne devrait pas tarder à nous rejoindre, qui est fondateur et directeur de l'agence d'architecture Canal. Pourquoi il ne faut plus démolir? Christine Lecomte, elle a un peu défloré le sujet. Il y a un enjeu de carbone, solutions constructives associées au coût carbone, un enjeu de maîtrise de la consommation des matières premières et de la réduction des déchets, mais aussi un enjeu sanitaire. Démolir, ça fait de la poussière. Un enjeu patrimonial, c'est aussi quelque chose qu'évoquait Christine Lecomte, c'est-à-dire que quand on détruit du patrimoine, on détruit en même temps une mémoire, certes une mémoire sociale, mais aussi une mémoire constructive avec souvent des filières locales, une capacité un peu bioclimatique du bâti ancien qui était souvent un peu plus régionaliste que ce qu'on peut produire en version contemporaine, et des dispositifs passifs d'adaptation climatique. C'est aussi un enjeu au regard de la biodiversité. Quand on détruit, on va détruire de la matière. On va souvent aussi agir sur des milieux, on va dire, riches en biodiversité et installés. On a à peu près, sur un bâtiment neuf qu'on va construire, 44% de l'impact carbone des solutions constructives qui est sur les lots structures. Donc tout compris. Si on rajoute à ça les lots façades, l'addition grimpe très vite. Donc intervenir sur le bâti ancien en conservant l'existant, c'est une économie de carbone, un gisement qui est très très important. Rénover avec des matériaux bas carbone, eh ben, ça aussi, ça va devenir indispensable. Souvent, c'est des matériaux qui sont plus compatibles physiquement avec l'existant, mais réglementairement, ça pose encore un tas de questions. Donc, il reste des freins réglementaires ou parfois opérationnels à lever. Une approche carbone dans la réno, c'est aussi travailler avec des usages qui soient compatibles avec l'existant et que je vous invite en tant qu'archi à réinterroger. On ne peut pas tout faire du bâti existant et c'est en maximisant le déjà là qu'on va s'y retrouver. Et j'invite aussi à se poser la question des déplacements. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas du tout encadré réglementairement, évidemment. Mais là, sur le graphique, ça permet de situer que si notre budget carbone personnel, quand on le rapporte à une année, quand on met ça en perspective avec ce qu'on dépense dans notre logement ou dans nos bureaux, qui sont les premières barrettes, là, ça a la même ordre de grandeur si on se déplace en voiture que notre impact en déplacement. Donc c'est vrai que rénover, ça participe aussi à une réutilisation territoriale, pas qu'une réutilisation du bâti, avec des effets leviers sur la question des déplacements, à condition qu'ils soient bien pris en compte. Merci beaucoup Solène pour cette introduction à la journée finalement, parce que ces informations nous serviront sur la totalité de la journée. Et je pense qu'il y a un élément qui a été soulevé qui est extrêmement intéressant, et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec vous, Olivier Ventrop. C'est la question aussi de l'approche réglementaire qui ne suit pas forcément les ambitions de ces rénovations, et qui est difficilement, on a du mal aussi à contextualiser ce qu'il faut faire, ce qu'on peut faire sur ces réhabilitations. Et donc c'est ce qu'on va voir tout de suite avec vous aussi du point de vue de la maîtrise d'ouvrage, comment on s'y retrouve dans la réhabilitation aujourd'hui quand on essaye de faire les choses bien. Notre raison d'être jusqu'à 2030, c'est de limiter l'augmentation de température à 1,5 degré. Donc ça a des conséquences pour les maîtres d'ouvrage. Et nous, la conséquence de cet objectif, voilà, c'est de baisser de 42% la production de gaz à effet de serre par rapport à 2019.
Notre raison d'être jusqu'à 2030, c'est de limiter l'augmentation de température à 1,5 degré. Donc ça a des conséquences pour les maîtres d'ouvrage. Et nous, la conséquence de cet objectif, voilà, c'est de baisser de 42% la production de gaz à effet de serre par rapport à 2019. Que le rôle du maître d'ouvrage, c'est de donner du sens à ce que l'on fait. C'est de donner un sens, donner une trajectoire. Et le sens qu'on doit donner, c'est pas uniquement un sens technique, en disant voilà, on veut transformer les choses parce qu'il faut les transformer et on va mettre de la technique pour transformer les choses. On va transformer les choses parce que ça a un sens pour tout le monde. Ça a un sens pour les utilisateurs, ça a un sens pour les propriétaires d'actifs. Et c'est quoi ce sens aujourd'hui ? Et ce sens aujourd'hui, notre conviction, c'est de repenser des usages dans des actifs. Alors, contrairement à ce que vous disiez, je pense qu'on peut tout transformer. Et dans des actifs qui, aujourd'hui, sont devenus obsolètes par l'usage et effectivement par les contraintes thermiques. C'est que ces actifs-là sont détenus par des institutionnels. Ces institutionnels ont une équation financière. L'équation financière va dire: est-ce que je maintiens l'usage en faisant des travaux importants parce que j'ai une perspective de rentabilité financière, ou est-ce que la conjugaison des travaux environnementaux et de l'obsolescence d'usage fait que je ne vais pas garder ces actifs, et là, qu'est-ce que je vais en faire? Et c'est là qu'aujourd'hui, notre intervention, c'est de proposer des modifications d'usage à géométrie variable, et pour redonner une valeur à ces espaces qui permettent de résoudre l'équation financière et donc d'enclencher des travaux de transformation et de réhabilitation. La transformation, c'est un nouveau pan de notre activité. Quand je dis nous, je pense à un nouveau pan de l'activité immobilière, puisqu'on vient repenser des bâtiments qui n'avaient pas été initialement faits pour ça. Les modes d'intervention, c'est des modes d'intervention qui sont un peu intervenants sur la structure, parce qu'il faut accepter et assumer le bâtiment tel qu'il est et plutôt mettre beaucoup de jus de cerveau pour voir comment on réutilise ces surfaces pour de nouveaux usages. Et puis surtout, le message, c'est que nous, ça fait plus de 4 ans qu'on fait ça, et en fait, les dossiers sortent, c'est-à-dire qu'en fait, ça marche. Voilà. Donc ça, c'est bien pour tout le monde. Merci beaucoup, Olivier, pour cette intervention qui nous rappelle encore une fois que si on choisit que la réhabilitation est l'unique solution, on finit par les trouver, finalement, ces solutions et ces méthodes pour venir réhabiliter le bâti. C'est très appréciable et inspirant de se dire que parfois, quand on choisit quelque chose au début, on arrive à se trouver et à trouver les moyens de le faire. Voilà. On va accueillir Patrick Rubin qui nous parlera encore mieux que moi de ce point de vue-là, de la part d'un architecte qui est très engagé et très à la pointe sur ces questions-là, notamment à travers l'ouvrage Transformation des situations construites, et je pense qu'il en parlera très bien. Pourquoi construire des bâtiments affectés alors qu'on pourrait ignorer l'affectation, la destination, c'est vrai, le mot destin d'un bâtiment, et on peut l'interroger et se dire qu'on pourrait après tout construire des plateaux sans forcément leur donner d'affectation au départ. Donc c'est ce qui va mener à construction réversible, j'en parle à la fin. Le sujet, donc, c'est la transformation. Ça a été très bien dit, la question carbone, la question des déchets, ça nous prend de plein fouet, assez tardivement d'ailleurs, c'est étonnant. Comme la question de la transformation, c'est vraiment ce qui a fondé Canal au départ, alors que mes copains y partaient sur les ZAC, enfin sur le neuf, et c'est vrai qu'on a une culture du déjà là qui a certainement nourri les recherches que nous faisons aujourd'hui. Mais je me suis toujours interrogé, là vous voyez le petit gars qui est sans casque, qui est en train de démolir, on est au Carré Saint-Lazare, c'est l'ancienne prison des femmes, pour ceux qui connaissent, au Carré Saint-Lazare, qui est en haut du Faubourg Saint-Denis. Juste dessous lui, on sait qu'il y a des vestiges d'un ancien couvent. Tout ceci a été masqué. Bon. Et aujourd'hui, c'est fini, quoi. C'est vraiment fini. Je ne vois plus de politique qui serait capable d'assister à ce qu'on appelle, non pas une démolition, c'est un autre nom. Non, c'est pire que ça, je crois. Je vais le retrouver. En tout cas, ce qu'on efface, c'est à la fois le bâtiment et la mémoire de ce qui a été vécu ici. Et on peut même dire la mémoire de ceux qui l'ont conçu, construit, la question de la ville, tout ce qui est ressurgi d'ailleurs de ceci. Parce que vous savez, on brise ces barres parce que c'est pas tellement qu'elles soient plus capables, hein, c'est parce que socialement, sur une trentaine d'années, en fait, c'est le crack. C'est la question
des déviances qui fait qu'on détruit ces bâtiments. L'époque du diagnostic sur un bâtiment, pour moi, ça représente 30% du travail. Si vous regardez les abacs de la loi sur l'ingénierie, quand on prend... c'est les mêmes, hein, que ce soit pour construire neuf ou pour transformer, vous avez un diagnostic qui vaut entre 2 et 6%. Ça parle à quelques-uns. Mais c'est vraiment intéressant parce que c'est des codes qui ont été appréciés à la fin des 30 Glorieuses où on était en pleine reconstruction. Il serait temps de revisiter le sujet parce qu'un maître d'ouvrage qui paye 5% un diagnostic, il se trompe parce que tout se gagne au moment du diagnostic. Les ingénieurs ESTP en général, ils sont formés pour construire. Les étudiants en architecture, ils sont formés pour construire. On commence à avoir des masters transformation. Celui qu'on a fondé à Marne, Belleville a toujours réfléchi à ça. Il y a également l'école de Normandie et Versailles s'y met. C'est quand même assez étonnant de voir que... Il y a une raison, hein, ça, c'est que toute une génération d'architectes, la mienne, elle a construit, elle n'a pas transformé. Donc c'est très difficile d'être dans une école, d'enseigner et d'enseigner quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc ça s'explique ça, mais c'est de tout temps, de tout temps. Donc entre les ingénieurs et les architectes qui n'ont pas été familiers à tout ceci, c'est que si vous allez chez Vinci, il y a un étage, par exemple, construction logement, et il y a un autre étage, construction bureau. C'est des gens qui se parlent peu, sauf à la cafette, et qui ont même des salaires différents, des approches politiques différentes, des réseaux différents. Donc c'est déjà dire, là je suis passé à réversible, c'est que à force de distinguer les savoirs, on n'arrive plus, avec bon sens, de se dire qu'un bâtiment a été construit, qu'il faut le regarder. J'insiste beaucoup sur ça. Mais pour le regarder, on n'est pas légion ici, dans ce beau parking-là, où j'ai le souvenir d'avoir vu une Harley Davidson. On n'est pas légion parce que... mais enfin, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tous les CV qui arrivent à l'agence aujourd'hui, c'est... je veux sauver la planète. Pour conclure rapidement sur cette table, je pense qu'on l'a globalement beaucoup évoqué. Solène l'évoquait dès le début, l'action doit être collective, doit être co-construite, même si le mot construire du coup fait un peu tâche là-dedans, mais elle doit être collective. Elle doit être collective, elle doit être sobre et surtout elle doit être partagée. Et je pense que l'exemple aussi de la transformation, de la construction à Bordeaux avec le permis d'innover montre aussi qu'il y a des élus qui commencent à aussi se positionner et avoir envie aussi de chercher des solutions. Je pense qu'il faut qu'on soit tous optimistes et tous ensemble pour essayer justement de faire bouger les choses le plus possible de ce côté-là.